Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on est ravis de vous accueillir sur ce webinaire. Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à réagir sur le chat. Vous avez un onglet de chat à droite pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si ça Bon, bug ça a pas, l'air si vous voyez d'aller. bien la présentation. Bonjour à vous tous. Tu te On va, présentes? ouais, on va attendre quelques minutes peut-être On va attendre un pour que tout peu? le monde se connecte. Ça marche. Donc, en tout cas, vous avez l'onglet de chat pour communiquer, nous dire s'il y a des soucis en termes de son, en termes de vidéo. Et ensuite, vous avez aussi l'onglet questions sur lequel vous pouvez poser vos questions. On y répondra en fin de webinaire. Et au fur et à mesure, vous aurez aussi des sondages sur lesquels vous pourrez participer. Donc, n'hésitez pas à participer pour qu'on puisse voir les résultats en direct. Bon, je vois que ça se connecte. C'est bon, je pense. On va y aller. Ouais, on va pouvoir y aller. Je te laisse te présenter, Laurie. Oui, parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Laurie Dilly. Je suis chef de projet chez Kickoff System depuis 2 ans et demi. Et moi, donc, j'accompagne mes clients sur leur programme de cooptation. Donc, avant, sur la partie mise en place du programme, pendant et ensuite après, dans l'objectif que votre programme soit un succès. Enfin, le programme de mes clients, en tout cas. À toi, Louis. Merci, Laurie. Et donc, moi, je suis Louis Collet. Je suis en charge du développement de Kickoff System en Ile-de-France. Il faut savoir que Kickoff est une société qui est lilloise. Et donc, l'idée, c'est aussi de développer l'activité en Ile-de-France. Donc, je suis le représentant, on va dire, parisien de la structure. Et depuis 2 ans maintenant. On va attaquer. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, vous avez un sondage qui va apparaître, notamment sur est-ce que vous avez déjà mis un programme de cooptation. L'idée, c'est de savoir si aujourd'hui, justement, vous avez déjà mis en place quelque chose. Hop, on va y répondre aussi pour pouvoir voir les résultats. Donc, le sondage, il est dans l'onglet sondage que vous pouvez voir à droite. Exactement. Alors, donc, globalement, la cooptation, je pense que vous connaissez tous de près ou de loin le sujet. Le principe, c'est de faire rentrer quelqu'un de son réseau au sein de son entreprise. Alors, c'est une tendance qui est très marquée depuis 2 ans, notamment depuis 2 ans, surtout parce qu'on a une saturation de tous les canaux de recrutement et il faut se retourner vers des nouvelles stratégies, justement en termes de visibilité pour le recrutement. Et donc, la cooptation redevient tendance, on va dire. Et on le voit de plus en plus arriver parce que nous, on se fait évidemment de plus en plus consulter sur le sujet. L'idée de la cooptation, c'est évidemment de miser sur ses collaborateurs, c'est de placer sa stratégie RH au cœur de ses collaborateurs. Pourquoi? Parce que ça permet à la fois d'avoir des profils de qualité, des candidatures de qualité. En plus de ça, ça permet d'avoir un process de recrutement qui est rapide, en tout cas un process de candidature qui est très rapide. On a très rapidement le retour des candidatures suite à la diffusion d'une annonce. Et puis en plus, ça permet de générer des économies. Voilà, donc l'idée, c'est de savoir comment le mettre en place, pourquoi le mettre en place, et le mettre en place de la bonne manière. Il faut savoir qu'un candidat sur 3 est déjà connu par quelqu'un d'entreprise quand il passe un processus de recrutement. Donc, c'est vrai que c'est une stratégie qui a beaucoup de sens aujourd'hui dans les entreprises parce que dans tous les cas, les candidats que vous rencontrez, ils sont de toute manière connus a priori d'au moins une personne dans l'entreprise. Donc, autant faire de la cooptation une des stratégies. Alors, je pense que le sondage… Oui, voilà. on a 68% des répondants qui ont déjà mis en place un programme de cooptation. Ok, super. Donc, on va pouvoir avancer. Donc, vous connaissez plutôt le sujet, on va dire. Oui, exactement. Il y aura d'autres questions après qui vont préciser un peu plus en détail les programmes. Laurie, je te laisse prendre la suite, présenter le sommaire. Oui, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la première partie, ce sera les erreurs fréquentes, nos conseils et nos best practices pour les éviter, bien évidemment. Ensuite, en partie 2, une fiche pratique concrète qui va nous permettre de quels sont les conseils qu'on vous donne pour mettre en place un programme de cooptation efficace. Et si vous avez déjà mis en place votre programme de cooptation, qu'est-ce qui peut être du coup amélioré?
Et en partie 3, 2 exemples qu'on a vus chez nous auprès de nos clients et qui vont vous permettre aussi de voir des éclairages sur des façons de fonctionner et des résultats différents. On continue. Alors, les erreurs fréquentes, donc la partie 1. Je te laisse, Louis, y aller. Yes. Donc, vous l'avez compris, hein, le but de ce webinaire, le titre est un peu provocateur, hein, comment rater la mise en place d'un programme de cooptation au sein de votre entreprise. L'idée, c'est évidemment de vous donner les best practices et ce qu'il ne faut pas faire, entre guillemets. Donc, on l'a tourné d'une autre manière, mais évidemment, l'idée, c'est d'en faire un succès. Donc, l'erreur numéro 1, c'est votre direction et votre équipe ne sont pas engagés dans ce projet. Bon, dans tous les projets, hein, on sait tous qu'il est important que la direction soit engagée pour que le projet soit un succès. Ça, c'est une règle, on va dire, de manière générale. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la cooptation, si on décide d'en faire une de ces stratégies de recrutement, bah, il faut vraiment l'afficher, il faut vraiment le communiquer, ça c'est sûr. Et donc, pour ça, il ne faut pas non plus rester seul dans son coin. Il faut mobiliser toute l'équipe RH. Il faut que tout le monde soit au courant, justement, du programme de cooptation et justement du fait que celui-ci est dans la stratégie et qu'on mise véritablement sur la cooptation comme un vecteur de recrutement principal. Et une des choses aussi qui est importante, c'est de pouvoir donner du sens. La cooptation, ça permet de faire passer plusieurs messages et notamment des messages de confiance auprès des collaborateurs. Et donc, ce qu'il y a, c'est que dans ces cas-là, il faut que la direction elle puisse donner du sens sur pourquoi je mets en place un programme de cooptation, pourquoi ça fait partie de ma stratégie. Pour vous donner un exemple, hein, nous, on a un de nos clients où c'est le directeur général qui a envoyé un mail à l'ensemble des collaborateurs. Hein, je ne vais pas les citer, mais c'est une entreprise de plus de 5000 collaborateurs aujourd'hui en France. Et l'idée, ça a été que le directeur général a envoyé un mail, donc de sa boîte mail, à l'ensemble des collaborateurs pour justement montrer l'importance qu'il accordait au programme de cooptation qui était mis en place. Voilà, donc globalement, nos conseils à ce niveau-là, c'est évidemment d'avoir un sponsor dans le comité de direction, quelqu'un qui soit vraiment moteur dans la mise en place du programme de cooptation. Et ensuite, il faut assurer toute la conduite du changement. Donc, à la fois, quand on va mettre en place le programme, mais on va le voir par la suite, un programme, ça s'anime dans la durée. Donc, évidemment, il faut assurer le changement dans la durée, donc avant, pendant, après le lancement. Et puis, dans l'idéal, il faut aussi avoir une personne qui soit en charge du projet de cooptation dans l'entreprise et qui se donne globalement les moyens de pouvoir agir, analyser les indicateurs, mais quelqu'un qui soit vraiment identifié comme référent. Oui, un chef de projet, un leader, effectivement, et c'est la personne avec qui je vais, moi en tant que chef de projet, je vais être en contact pour suivre le projet. Exactement. Effectivement. Alors, l'erreur numéro 2, donc vous n'allez pas remercier et récompenser vos collaborateurs. Effectivement, moi, j'ai quelques clients qui sont au départ un peu frileux à l'idée de mettre en place une récompense monétaire parce que pourquoi donner de l'argent à un collaborateur alors qu'une cooptation, c'est avant tout un acte qui est bienveillant auprès de son réseau, auprès de l'entreprise. Donc ça, c'est sûr et certain que vous aurez des cooptations si vous ne mettez pas en place de primes. Néanmoins, pour qu'un programme perdure et pour que les collaborateurs se sentent remerciés de leur contribution, nous, on conseille fortement de mettre en place une prime qui, de toutes les manières, ne vous coûtera pas si cher, parce que parfois, il y a aussi des petites peurs à mettre en place une prime, à sortir de l'argent, mais au regard d'autres canaux comme les cabinets de recrutement, c'est vraiment minime. Et dernier petit conseil, nous, nos clients, ils modulent la prime aussi en fonction de leur spécificité interne. Donc, par exemple, s'ils ont des postes pénuriques ou des postes qui le sont moins, ils vont pouvoir moduler de cette façon-là. Ou on peut aussi moduler en fonction du type de contrat, donc entre CDD et CDI. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment moduler et qui va vous permettre de créer un programme avec une récompense qui soit cohérente par rapport à vos enjeux business. Alors, on va mettre un petit sondage, pareil, dans l'onglet sondage, pour voir justement si les pratiques, on va dire, aujourd'hui de notre public, ça va être intéressant de voir justement les différents pourcentages. Donc, n'hésitez pas à aller dans l'onglet sondage. Laurie, je te laisse continuer, je t'ai coupé. Oui, parce que de toute façon, tu as raison, Louis. De toute façon, on va parler de la prime dans les prochains
les prochains slides. Voilà, à titre d'exemple, chez nous, 85% de nos clients donnent une prime. Donc, c'est évidemment la dominante. Après, pour les 15% restants, il y a des cadeaux, un système de points, des bons d'achat. Et seulement 4% de nos clients ne donnent pas de récompense pour diverses raisons. Après, si on n'a pas envie de donner de récompenses monétaires, il y a aussi d'autres options, comme des jours de congé, des invitations à des événements, des dons à des associations, des dons à des fondations d'entreprises. Donc, voilà, ça peut être fait en fonction aussi de vos impératifs et de votre façon de présenter la prime. C'est bien chez nos clients, Oui. les chiffres en question, les 85% notamment. Bon, ça représente quand même, je pense, une bonne majorité. On va le voir par la suite dans les réponses au sondage. Oui, on est à combien de clients? 70 à peu près Ouais, on a à peu près 70 plateformes déployées, en effet. Donc, effectivement, ça nous donne quand même déjà un bon panel pour faire notre étude. Après, il y a juste une chose, c'est que les récompenses qui sont attribuées finalement aux collaborateurs en cas de recrutement, c'est à la liberté, à la créativité de chaque entreprise. Vous pouvez décider, en effet, pourquoi pas offrir je sais pas moi, un déjeuner avec le directeur général ou d'offrir, je sais pas, une journée de découverte de tel site de production ou d'immersion dans une association avec un but RSE, pourquoi pas. Tout est possible, tout est imaginable. C'est vous qui choisissez globalement le type de récompense, de rétribution que vous souhaitez mettre en place. Et chez nous, à titre d'exemple, la moyenne des primes vues chez nos clients, c'est en moyenne 600 €, avec un écart type allant de 50 € pour des états, voilà, des employés de service, à 5 000 € pour des cadres supérieurs. Donc voilà, 5 000 €, c'est assez impressionnant, mais ça a été fait, bien évidemment, ça a été pensé, bien évidemment, à hauteur de leurs enjeux de recrutement. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une barre qui peut être placée selon votre secteur à différents niveaux. Et après, sur la partie bon d'achat, on est en moyenne à 253 €. Donc voilà, le bon d'achat, ça va pas être un bon d'achat énorme parce que ça va être compliqué de le dépenser, mais on est sur des valeurs de ce type-là. Alors, je regardais en parallèle le sondage, Laurie, les résultats. C'est assez marrant parce qu'en effet, on a 63% qui récompensent leurs collaborateurs avec une prime d'ordre monétaire, 17% qui ne donnent rien. Alors là, ça serait intéressant de voir si justement comment sont les résultats à ce niveau-là. Et puis 21% qui donnent par un bon d'achat. En revanche, on a 0% avec un cadeau, une attribution sous forme de cadeau ou via un autre moyen. Ouais. Ah, là, on passe à 20% pour nous. On a eu un vote de plus. Oui, après, effectivement, c'est une stratégie du non. Et après, effectivement, pour nous, c'est un moyen de donner une récompense, de fidéliser le collaborateur. Parce que coopter quelqu'un, c'est avant tout un acte qui est bienveillant. Donc, vous allez avoir une première cooptation, mais pour fidéliser le collaborateur et l'inciter à faire une deuxième, voire une troisième cooptation, nous, on estime que c'est très important de mettre en place une prime ou un bon d'achat ou un cadeau, etc., pour aussi montrer que vous êtes sincèrement touché par le geste du collaborateur et que vous voulez le récompenser à sa juste valeur. Après, il faut vous dire, le premier moteur de la cooptation, c'est pas l'argent, c'est le fait de vouloir, on va dire, aider son réseau, de faire plaisir à son réseau, donc de faire rentrer quelqu'un de son réseau dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment le premier moteur. Donc, c'est la fierté d'appartenance, notamment à l'entreprise. Bon, il n'empêche que le deuxième qui arrive juste derrière, ça reste quand même la rétribution. Donc, ça marchera toujours mieux s'il y a une rétribution. Après, qu'elle soit d'ordre financier ou autre, à vous de voir. Mais dans l'idée, il faut qu'il y ait une petite rétribution, ça marchera toujours mieux. Ou alors, il faut vraiment valoriser très fortement les collaborateurs. D'une autre manière, notamment, pourquoi pas au niveau d'une communication. Je vois qu'il y a des questions. Je ne sais pas, Louis, si on y répond à la fin. Je pense que oui. Je pense qu'on y répondra à la fin et on prendra les questions à la fin. D'accord. Ça marche. Donc, on répondra à vos questions à la fin. On va continuer. Alors là, je te laisse voir, Louis.
Oui, exactement. Donc l'erreur numéro 3, alors c'est une erreur qu'on peut voir notamment dans les grosses structures, bon, mais pas que, mais principalement, c'est vous n'allez pas solliciter tous vos collaborateurs, vous allez définir un périmètre trop restreint. Voilà. Dans certains cas, on a des sociétés qui font des programmes de cooptation pour certaines populations, donc qui vont ouvrir qu'une seule partie des postes, par exemple, à la cooptation, ou l'éligibilité, ou alors pardon, les membres qui vont pouvoir coopter, les collaborateurs qui vont pouvoir coopter, ne seront qu'une seule partie de la population totale. Donc l'idée, c'est que quand on lance un programme de cooptation, il faut soit on le lance sur tout le monde, ok, comme ça évidemment, il n'y a pas d'injustice, mais surtout tout le monde peut participer au programme de cooptation. Mais si on décide de lancer, par exemple dans le cadre d'un POC, sur une partie, il faut que cet échantillon il soit représentatif de la population globale. Donc à la fois en termes de métier, à la fois en termes de zone géographique, par exemple, à la fois en termes de niveau d'expérience. Donc dans l'idée, il faut vraiment que ça corresponde à l'intégralité de la population. Ça serait dommage de se bloquer, on va dire, un succès notamment auprès des commerciaux, parce qu'on ne les a pas sollicités justement sur la cooptation. Et la deuxième chose, c'est de se dire, bon, je vais définir que la moitié de l'entreprise, ok, peut-être toute population confondue, mais enfin tous métiers confondus, toute tranche d'âge confondue ou toute zone géographique confondue, mais que sur une partie de l'entreprise. Donc, dans l'idée, il faut aussi qu'il y ait du volume. La cooptation, pour que ça fonctionne, c'est qu'il y a vraiment une cartographie du réseau des collaborateurs. Donc, plus il y en a, mieux c'est. Ça, c'est sûr. Donc, en termes de best practice, en effet, pour une PME globalement en forte croissance, mais globalement à partir d'une vingtaine de recrutements par an, il faut cibler l'ensemble des collaborateurs. Et en revanche, pour une plus grande entreprise, nous, on considère un POC à partir de 1000 collaborateurs, ça commence déjà à avoir un volume qui est pas mal pour avoir des retours qui sont bien représentatifs. Pour vous donner un exemple avec un de nos clients, donc au départ, ce client souhaitait ne pas mettre en place de récompense. Donc, il avait défini un périmètre de 2000 collaborateurs à peu près. Vous voyez, il y avait un nombre de recommandations qui était de 81 entre le juin 2017 et octobre 2019. Et en fait, finalement, il a suivi les préconisations de notre chef de projet. Donc, à la fois, il a décidé d'élargir le nombre de collaborateurs et à la fois de donner une récompense. Donc, c'était 600 € pour un CDI, 300 € pour une alternance. Et donc, globalement, en multipliant par 3 le nombre de collaborateurs et en rajoutant une récompense, vous voyez, on arrive à multiplier par 45 le nombre de recommandations. Donc, en fait, on se rend compte que c'est véritablement un effet de masse, un gros effet de levier de à la fois mettre de la récompense et à la fois d'augmenter au maximum le nombre de collaborateurs qui ont l'opportunité de coopter. Donc, l'erreur numéro 4, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à réagir si jamais vous avez des objections par rapport à ce que je dis. Je ne sais pas s'il y a un sondage par rapport à cette… Ouais, il y a un sondage qui devrait arriver dans l'onglet sondage. On va y arriver tout de suite. Comme ça, on aura… Il arrive, oui. Les résultats. L'idée, c'est en effet de savoir comment vous pratiquez la cooptation aujourd'hui dans l'entreprise. Est-ce que vous le pratiquez de manière artisanale avec un suivi via Excel, pourquoi pas, ou alors c'est une fonctionnalité de votre ATS. On a des ATS qui proposent une brique cooptation. Et puis, ou alors c'est avec un outil vraiment dédié où vous en avez fait une véritable stratégie. Donc, en attendant de voir les résultats du sondage, on va continuer la présentation. Donc, l'erreur numéro 4 qu'on voit, régulièrement, d'ailleurs, quand on en discute avec nos prospects, principalement, c'est de se dire on va d'abord voir de manière artisanale, on va lancer un programme de cooptation, mais sans être outillé, et on va déjà voir comment réagissent les collaborateurs. Alors déjà, c'est bien de miser sur la cooptation en tant que stratégie, donc ça, évidemment, c'est top. Après, l'idée, c'est de se dire il faut se donner les moyens, et se donner les moyens dès le début, parce que entre faire de la cooptation artisanale ou alors de la cooptation outillée, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Donc, dans l'idée, il vaut mieux quand même tout de suite s'outiller pour justement embarquer un maximum de collaborateurs et en faire un automatisme, en faire justement un réflexe
auprès des collaborateurs. Voilà, nous les images qu'on dit justement, c'est comme faire du feu avec un silex. Alors ça marche, mais ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'efforts. Et donc l'idée, c'est en effet de pouvoir le faire avec des moyens plus simples, un briquet, c'est facilité, et du coup, ça s'enflamme beaucoup plus vite. Voilà, donc les limites, manque de transparence, de visibilité, parce qu'évidemment, quand on est de manière artisanale, ça prend du temps de communiquer, par exemple, le process de recrutement du candidat avec le copteur. Voilà, à chaque étape, prévenir le copteur on a rencontré ton candidat, on l'a contacté, etc. Ça prend énormément de temps, donc déjà, c'est rarement fait de manière précise et tout au long du process, et c'est normal parce que pour un recruteur, ça prend énormément de temps. Et puis ensuite, globalement, on a toutes les autres limites. Ça peut frustrer le collaborateur justement de ne pas avoir un suivi. Donc, il ne va pas recommencer, il ne va pas recopter une fois qu'il aura réalisé sa première cooptation. Si en plus, il apprend au bout de 4 mois que globalement, son candidat a été recruté ou n'a pas été recruté, mais qu'il ne l'apprend pas par son service RH, évidemment, la crédibilité du service RH, on va dire, va diminuer. Et puis surtout, c'est hyper compliqué de communiquer sur un programme de cooptation quand ce n'est pas de manière digitale. Voilà. C'est aussi pour ça que le digital facilite la communication. Il y a aussi Excuse-moi, il y a aussi l'affichage des offres. Hein. C'est difficile d'être toujours très réactif sur les nouvelles offres sur lesquelles vous voulez avoir des cooptations via un mode artisanal. Oui. Alors, je voyais justement dans le sondage, on a 43% qui pratiquent la cooptation de manière artisanale encore. Donc, c'est la majorité d'entre vous. Après, en effet, avec les outils type ATS, on en a quand même 33%, donc qui utilisent la brique cooptation, à voir comment elle est, à voir si elle est ludique ou pas ensuite. Et puis, en revanche, on a quand même 24% voilà, qui ont un outil digital qui est dédié, qui ont fait du coup de la cooptation une stratégie dans leur recrutement. Donc, c'est assez intéressant. On voit que ça arrive de plus en plus. Donc, l'idée, c'est en effet de se donner les moyens pour réussir sa stratégie de cooptation. Nous, on part du principe qu'en général, d'après ce qu'on a vu, nos retours d'expérience, on arrive minimum à doubler les résultats entre une cooptation qui va être artisanale et une cooptation qui va être réalisée avec l'outil Kikopt. Donc, en général, on a 10%, c'est le taux moyen des recrutements par cooptation dans les entreprises. Nous, on est capable d'atteindre 30 à 50% dans certains cas quand on utilise un outil justement orienté digital qui va faciliter l'intégralité des communications, l'intégralité du suivi, etc. etc. Voilà. Et ensuite, en termes d'investissement financier, évidemment, il y a un bon retour sur investissement puisque on va favoriser les collaborateurs, on va en faire des sourceurs. Et donc, c'est le meilleur retour sur investissement qu'on puisse avoir puisque les candidatures vont véritablement venir de la part des collaborateurs et pas d'un job board sur lequel on aura déposé une annonce et sur lequel qui va générer des candidatures qui potentiellement en plus ne seront pas qualitatives. Alors, l'erreur numéro 5, vous n'allez pas communiquer et animer régulièrement vos collaborateurs. Là, on est dans le cas où typiquement, vous avez défini votre programme de cooptation, vous avez défini votre prime, vous avez affiché les postes. Donc, voilà, tout est là pour que vous puissiez avoir des cooptations. Mais néanmoins, vous n'en recevez pas assez ou trop peu. Et effectivement, l'erreur qu'on constate chez certains de nos clients, c'est qu'il n'y a pas assez de communication. Et la communication, c'est en 3 étapes. Hein. Pour nous, c'est vraiment tout au long du processus. C'est la communication avant le lancement. Il est important en fait de communiquer sur pourquoi on fait de la cooptation, quel est le sens. Et ensuite, pendant le lancement, donc voilà, dès aujourd'hui, nous avons mis en place et nous vous offrons un programme de cooptation qui va vous permettre de coopter et d'avoir telle et telle chose chez nous. Et ensuite, tout au long du processus, l'intérêt, c'est que tous les nouveaux collaborateurs soient au courant qu'il y ait un programme de cooptation, que les collaborateurs actuels soient au courant qu'il y ait des offres qui arrivent sur le programme. Donc voilà, l'intérêt de communiquer, c'est bien évidemment de susciter des cooptations. Et nos conseils, effectivement, c'est communiquer, miser sur la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on recommande de mettre tous vos postes, ou en tout cas la plus grande partie de vos postes sur le programme,
Les postes peuvent être sujets à prime ou non, hein, si vous estimez que c'est un poste qui n'est pas où il y a beaucoup de CV, donc peut-être moins envie de recevoir des cooptations. Mais ça montre la transparence que vous donnez par rapport au programme. Les collaborateurs n'ont pas l'impression qu'il y a des postes qui sont cachés et pour lesquels ils ne peuvent pas coopter. Voilà. Après, le troisième conseil, c'est de cibler les collaborateurs en fonction de leur profil. Par exemple, un collaborateur du sud de la France, si vous êtes en réseau sur la France, n'aura peut-être pas envie de recevoir les offres du Nord et de façon régulière. Donc voilà, une façon aussi de moduler votre communication pour ne pas frustrer ou embêter, ennuyer en tout cas les collaborateurs avec des offres qui ne correspondent pas. Quatrième conseil au niveau des recruteurs, c'est de leur mettre à disposition une boîte à outils dédiée qui leur permet de communiquer facilement auprès des collaborateurs. L'idée, c'est que ce soit pas chronophage et que du coup le programme perde en rythme parce que c'est trop compliqué pour le recruteur de diffuser les annonces, de traiter toutes les candidatures. Donc ça, c'est le quatrième conseil. Le cinquième, c'est aussi ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, de communiquer auprès des nouveaux collaborateurs. Parce qu'un nouveau, c'est quoi? C'est une personne qui est contente d'arriver dans les effectifs, qui a un réseau qui est très frais et qui sera contente de faire bénéficier d'offres d'emploi à son réseau qui vient quitter. Donc, c'est important quand un nouveau arrive de lui expliquer le programme qui est mis en place. Nous, on voit chez nous, par exemple, beaucoup de cooptations des nouveaux qui arrivent et qui nous permettent d'avoir d'autres collaborateurs dans l'entreprise. Et enfin, ne pas oublier de relayer la communication dans tout le réseau. Il n'y a pas que le siège qui coopte, il y a aussi, si vous êtes dans un réseau de magasins, il y a les magasins, ou si vous êtes sur plusieurs sites, il faut bien prendre en compte cette partie-là. Voilà, sur la communication. Je rajouterais là-dessus, Laurie, et d'ailleurs pour tout le monde, la clé de succès, si vous devez retenir une seule chose aujourd'hui de ce webinaire, c'est vraiment la communication. C'est ce qui permet véritablement d'animer la cooptation dans la durée, d'avoir des résultats. S'il n'y a pas de communication, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas d'animation, ça ne marchera pas. Enfin, ça ne marchera pas comme nous, en tout cas, on a l'habitude de le faire marcher. Mais donc, véritablement, voilà, réfléchissez bien sur comment je vais l'animer dans la durée. Voilà, comment je vais communiquer, comment je vais l'animer. C'est vraiment important. Oui. Là, par exemple, c'est un de nos clients qui, en 2017, entre septembre 2017 et août 2018, n'avait pas souhaité, pour diverses raisons, faire de communication particulière sur son programme. Et la première année, ils ont eu 5 recrutements et 55 cooptations. Et la deuxième année, ils ont mis en place une animation autour de leur programme de cooptation et ils ont doublé. Donc, on est à 11 recrutements pour 104 recos. Donc, vous voyez vraiment l'effet qu'a la communication sur un programme de cooptation. L'erreur numéro 6, ça c'est hyper important pour nous. C'est là où on voit vraiment tout le nerf de la guerre aussi de la cooptation et d'une plateforme digitale qui peut vous aider là-dessus. C'est vous n'allez pas tenir informé votre collaborateur ni suivre les candidats cooptés. Alors c'est un petit peu cash comme phrase. Bien évidemment qu'on sait que vous avez à cœur de tenir informé tout le monde. Par contre, effectivement, on sait que ça peut être parfois un peu chronophage de tenir au courant le coopté, le coopteur, de toutes les étapes du processus. Néanmoins, nous, on vous dit attention, pensez expérience collaborateur, expérience candidat. Il n'y a rien de pire que de déposer un CV de façon artisanale ou digitale sur un site et puis de ne pas avoir de nouvelles pendant X semaines et X mois. Et nous, on recommande que vous traitiez en priorité les cooptations par rapport à vos autres canaux pour offrir une expérience unique et privilégiée à vos collaborateurs et aux cooptés. Et effectivement, avoir un outil digital, ça vous permet aussi de gagner du temps parce qu'il y a des messages qui sont préenregistrés. Vous avez souvent qu'à cliquer sur un bouton, il y a un email qui part pour le collaborateur et le coopté. Donc, effectivement, ça vous fait gagner du temps parce qu'on sait que vous en manquez souvent. Là, je compléterai globalement, Laurie, parce que j'ai un exemple en tête d'un de nos clients, en effet, qui a choisi de diffuser en priorité les offres ouvertes à la cooptation.
Donc, avant de les mettre sur Ah tel oui. ou tel job board, il a véritablement choisi d'étudier le réseau des collaborateurs, de faire confiance aux collaborateurs justement pour obtenir des candidatures. Donc, dans un premier temps, il n'ouvre, on va dire, les offres que à la cooptation. Et s'il voit qu'il ne trouve pas au bout de 4-5 jours, où en général, on a 80% des retours globalement en 4-5 jours, et bien là, il va rediffuser sur les job boards classiques, sur les canaux de recrutement classiques. Et donc, l'idée, c'est en effet de faire de la cooptation une priorité. Et ensuite, en effet, comme c'est de façon complémentaire d'autres canaux, si jamais il ne trouve pas, bon, bah, il ira chercher de manière un peu plus classique sur les job boards habituels. Ouais. Bah, c'est vrai que la cooptation, ça va pas vous permettre de recruter 100% de vos postes qui sont ouverts, mais c'est un canal qui est très important et qui vous permet aussi d'engager vos collaborateurs dans votre démarche de recrutement d'entreprise. Donc, c'est dommage de passer à côté. L'erreur numéro 7. Voilà. Alors, l'erreur numéro 7, c'est quand on décide de prendre justement de s'outiller, c'est de prendre un outil et non pas un partenaire. Alors, nous, on va prêcher plutôt pour notre paroisse, mais dans le sens où, bon, déjà, c'est top si vous décidez de prendre un outil qui soit dédié, parce que voilà, globalement, ça va dans le sens où vous faites de la cooptation véritablement la stratégie, votre stratégie de recrutement. Donc ça, déjà, dans un premier temps, c'est top et félicitations pour ceux qui ont passé le cap. Mais donc, dans un premier temps, il faut bien étudier ces fonctionnalités, notamment sur le côté ergonomie. À la fois pour les recruteurs, il faut que ce soit un outil qui soit simple. L'idée, c'est alors, ça peut être un doublon, en effet, par rapport à votre ATS, mais dans ces cas-là, il faut évidemment qu'il soit très simple d'usage. Il ne faut pas qu'on ait à traiter une candidature en 6, 7, 8, 9, 10 clics de temps en temps. Et surtout, il faut une expérience collaborateur et une expérience candidat aussi qui soit très simple. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est en effet, comme on l'a dit, la cooptation, pour que ça fonctionne, il faut une animation dans la durée, il faut de la communication dans la durée. Et c'est vrai que pour ça, dans l'idée, nous, on préconise de choisir plutôt un partenaire qui va vous accompagner, qui va vous conseiller sur l'animation que vous allez pouvoir mettre en place tout au long de l'année. Donc, c'est pour ça que nous, on a Laurie qui est en tant que chef de projet, qui est en charge du suivi de nos clients, à la fois pendant les phases de lancement, mais évidemment, qui va former les recruteurs à l'utilisation de la plateforme. Donc, dès qu'un nouveau recruteur arrive, l'idée, c'est de le former à l'utilisation de la plateforme et surtout, vous aider, vous conseiller dans l'animation de l'outil et puis analyser tous les indicateurs clés que la plateforme va pouvoir remonter, le nombre de recrutements, sur quelle catégorie de personnes, le nombre de recommandations, combien de connexions, sur quel type de métier, quelle typologie de métier, quelle zone d'activité. Voilà. Et l'idée, c'est en effet après de faire des frappes chirurgicales, d'animer la cooptation sur des métiers, pourquoi pas des offres, des annonces bien spécifiques, pour essayer vraiment de stimuler l'ensemble de l'effectif, l'ensemble des collaborateurs. Oui. Alors, la partie 2, la fiche pratique. Donc, quels sont nos conseils pour mettre en place un programme de cooptation efficace? Alors, le premier point, donc là, l'idée, c'est de vous faire vraiment la fiche récap des 6 best practices à suivre pour faire de la cooptation un succès. Donc, première chose, j'ai un allié au sein de la direction, un allié qui soutient le projet, un allié qui va m'aider dans la conduite du changement et qui va justement faire remonter les idées et la stratégie au sein du CODIR, pourquoi pas. Deuxième, je regardais les questions, excusez-moi. Deuxième point, mettre en place un système de récompense, quel qu'il soit, mais nous, on estime que c'est important qu'il y ait quelque chose qui montre toute votre reconnaissance envers le collaborateur qui a donné du temps et de son réseau pour vous. Voilà. Troisième chose, dans l'idéal, on sollicite l'intégralité des collaborateurs. Si ce n'est pas possible dans un premier temps, au moins une population qui soit représentative de l'intégralité des collaborateurs. Quatrième point qui est très important, comme l'avait dit Louis, c'est je communique sur mon programme pour le faire connaître et pour que les gens aient envie de venir vous faire des cooptations. Voilà. Cinquième chose, évidemment, je suis irréprochable sur le suivi des candidats cooptés. Donc, évidemment, il faut traiter les candidatures en temps et en heure et pas attendre pour pas frustrer, on va dire, le coopteur. Donc, ça demande vraiment aussi une exigence de la part des recruteurs d'assurer un suivi des candidatures en temps et en heure.
Et le dernier point qui découle du 5e, je tiens à informer en temps réel, et ça, bien souvent, les outils vous sont très utiles pour faire cette action qui sera très appréciable auprès des candidats et des coopteurs. Ouais, très important, la transparence de l'information pour les collaborateurs. Donc voilà les 6 points. La partie 3, c'est 2 exemples de 4 clients qu'on a récemment eus chez nous pour vous donner des éclairages sur les façons différentes aussi d'aborder un programme de cooptation. Donc le premier exemple, c'est Noroto qui a été mis en place il y a un peu plus d'1 an. Ils sont assez nombreux, ils sont plus de 6000. C'est plutôt une population réseau et mécanicien, bien évidemment. Et ils ont super bien animé leur programme dès le lancement. Ils ont fait des vidéos. Ils ont vraiment pris à cœur l'animation de ce programme et ça se ressent dans les chiffres, puisqu'on a eu 519 recommandations et candidatures parce qu'ils ont les 2 fonctionnalités sur leur plateforme, ce qui représente au bout d'une une bonne année 196 recrutements. Donc c'est quand même vraiment conséquent. Et vous voyez que, voilà, que lorsque l'on anime bien la plateforme, lorsque l'on en parle aux nouveaux collaborateurs, les résultats sont là. Et aujourd'hui, ça leur coûte par rapport à nos coûts, nos factures, 322 € par recrutement. Donc pour un mécanicien, c'est tout à fait honnête. Vous voyez que la qualité est aussi pas mal puisqu'on a 37% des candidatures qui se transforment en recrutement, que ce soit candidature ou recommandation. Ouais, je rajouterais ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment, voilà, Noroto, voilà, vous connaissez bien l'enseigne, mais ce qui est intéressant de voir, c'est à la fois des populations qui sont principalement non cadres, et surtout, à la base, voilà, un mécanicien, on ne pense pas forcément expert du digital, et pourtant, ça fonctionne quand même très bien, justement, le fait d'avoir un outil digital qui favorise la cooptation. Et c'est vrai qu'ils ont mis aussi une très belle prime qui est très attractive. Ils ont mis voilà, je ne donnerai pas le montant aujourd'hui, mais ils ont mis une belle prime qui incite les collaborateurs à bien coopter fréquemment. Le deuxième exemple. Deuxième exemple. Pardon. Pas de souci. Deuxième exemple, c'est pour SPI, donc SPI Batignolles, construction. Alors, SPI Batignolles, ils ont fait le choix justement d'intégrer dans la plateforme uniquement les offres, les opportunités de postes pénuriques. Donc, vraiment là où ils ont des difficultés de recrutement, là où, voilà, typiquement des conducteurs de travaux ou des chefs de chantier sur lesquels il y a beaucoup de concurrence entre les entreprises et c'est très difficile justement de trouver la perle rare. Donc, SPI, c'est environ 5000 membres. Et vous voyez, 2 ans après la mise en ligne, globalement, sur des postes ultra pénuriques, ils avaient effectué plus de 30 recrutements. Le nombre moyen de recrutement, de recommandations pour aboutir à un recrutement, c'est 8. Donc, il faut en général 8 cooptations pour en avoir une qui fonctionne. Et ça fait tomber le coût d'un recrutement à 3 000 € sur des postes pénuriques. Eux, autant vous dire que SPI sont très contents de l'utilisation de la plateforme pour la cooptation notamment. Voilà. Et là, vous avez globalement, vous avez mis en fin de présentation la liste des clients avec lesquels nous, aujourd'hui, qui cooptent, on travaille. Bon, alors ce qui est intéressant de voir, c'est plus que les logos, c'est le type d'entreprise, le type de métier où on voit globalement toutes les populations sont représentées, que ce soit des cadres, que ce soit des non-cadres, que ce soit dans la banque, dans la grande distribution, justement en auto, dans la mécanique, ou alors dans l'informatique, ou alors en ESN par exemple. Globalement, ça peut fonctionner partout et c'est normal puisque c'est véritablement la puissance du réseau qui est mise en œuvre dans la cooptation. Laurie, je te laisse. Oui, alors on a des supports à vous offrir qui sont, il me semble, dans les. Alors je me souviens. Dans les liens du chat. Les liens du chat. Ouais, dans le chat. Vous pouvez télécharger, ouais. Il y a 2. Voilà, on les voit. Dans le lien du chat, si vous souhaitez, on a une checklist sur les étapes avant de lancer son programme de cooptation et le guide de la cooptation que nous avons rédigé cette année en 2020. Donc, on vous les offre avec grand plaisir depuis le chat.
on en profite aussi pour faire un petit peu de com. On organise pour la deuxième fois, on a fait la première édition pendant le confinement. Et donc là, au vu du succès qu'on a pu avoir, on réalise la deuxième édition, donc le Saloon RH, donc qui aura lieu le 4-5 novembre 2020, donc c'est en virtuel. Et l'idée, c'est en effet de vous proposer via de nombreuses entreprises des conférences, des webinars, dans le domaine des ressources humaines, selon différents thèmes que vous pourrez découvrir justement. N'hésitez pas à aller checker le Saloon RH. Voilà, donc Voilà nos petites têtes. Je pense que maintenant, on va répondre aux questions. Louis? ouais, exactement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié. Alors, on va reprendre les On va questions. peut-être prendre celle où il y a des petits likes le plus possible. Celle qui rencontre pas mal de succès. Qu'entendez-vous par boîte à outils? Quel type d'animation fonctionne le plus pour communiquer sur son programme de cooptation? Alors, boîte à outils, nous, on entend plus un outil digital qui va vous permettre, depuis cette plateforme-là, d'envoyer des emails avec les annonces et les offres d'emploi à pourvoir. Et de façon facilitée, qui va vous permettre de cibler, par exemple, lorsque vous faites ces envois, les collaborateurs auxquels vous voulez envoyer ces emails, qui va vous permettre de donner de l'actualité sur votre programme. Enfin, voilà, il y a différentes choses. Et ça, c'est ce type de boîte à outils qui nous paraît intéressante pour un recruteur, afin qu'il puisse facilement mettre en ligne son annonce, la diffuser auprès de la cible concernée, et après faire aussi du contenu s'il le souhaite autour du programme de cooptation. Et ensuite, sur quel type d'animation fonctionne le plus pour communiquer sur son programme de cooptation? Alors, nous, la première chose qui fonctionne le plus, c'est effectivement lorsqu'une offre arrive sur la plateforme, lorsqu'elle est éditée, elle est envoyée le lendemain matin de façon ciblée aux personnes qui correspondent à ces critères. Donc, par exemple, pour Noroto, une offre de mécanicien dans le nord de la France va être automatiquement envoyée aux personnes qui se sont abonnées à ces critères-là, donc nord de la France et mécanicien. Donc ça, c'est le premier moyen, nous, qui marche le mieux. Après, il y a différents moyens, comme des affiches avec des QR codes, des petits déjeuners par exemple, vous avez, je sais pas, vous avez un programme de recrutement massif de jeunes, et donc là, vous faites une animation dans vos locaux, vous parlez de ces postes-là. Vous pouvez mettre en place des flyers aussi, par exemple, pour tout nouveau qui arriverait chez vous. Vous pouvez lui donner un flyer avec un QR code pour pouvoir bien se connecter et coopter. Voilà les différentes choses que je peux voir. Toi, Louis, je ne sais pas si tu as en tête Alors quelque chose. je pensais aussi à tout ce qui était possible de faire en termes d'animation, notamment en termes de jeux, sur Oui. pourquoi pas la période des fêtes ou sur la période de l'été. Lancer un jeu concours avec un règlement spécifique sur une période bien donnée qui permet justement de donner, on va dire, un petit coup de boost et de refaire participer un maximum de collaborateurs. Voilà, c'est plus ponctuel, mais ça marche bien aussi. Par exemple, on a des clients qui doublent la prime en septembre parce qu'il y a une actualité particulière. Ça peut être ce genre de choses, ou qui donnent un cadeau, ça peut être ce genre de choses. Nous, en effet, on a notre propre plateforme de la même façon pour l'entreprise, et on avait décidé pendant l'été de doubler, on va dire, la prime de cotation. Et en effet, on a eu plus de 65% de recos supplémentaires. Donc, en effet, voilà, ça vaut le coup de temps en temps de se faire une opération coup de poing, faire une opération choc avec un peu plus de com que d'habitude sur voilà, tel jeu concours, tel challenge. Le challenge, le copter du mois, pourquoi pas, et valoriser du coup en plus le collaborateur sur sa performance. Je voyais aussi une question d'Hugo. La récompense financière a été perçue comme une sorte d'injustice dans ma société sur certaines cooptations plus faciles à faire par rapport à d'autres. Comment éviter ça? Alors là, globalement, il y a plusieurs possibilités. Alors déjà, c'est la première, ce que je vois, hein, mais Laurie, tu me contredis, mais c'est de mettre des niveaux de primes qui soient différents, évidemment, selon le type de poste, selon le niveau, selon la difficulté de recrutement. Est-ce que c'est un profil, est-ce que c'est des compétences qui sont pénuriques ou non? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, véritablement,
a priori, c'est qu'il y a un message qui n'a pas été, je pense, bien perçu. Donc, est-ce que la communication justement du sens qu'on donne à la cooptation quand on lance le programme a bien été, on va dire, donnée? Est-ce que vous avez bien communiqué sur pourquoi on met en place la cooptation, à qui il est destiné, et surtout, bah, ça nous permet de recruter, ça nous permet de faire face justement à des pénuries de profils, et on vous sollicite pour nous aider dans nos problématiques de recrutement. Donc voilà, est-ce que ces messages-là ont bien été passés? Donc véritablement, c'est important de donner du sens. On disait en erreur numéro 1. Après, il y a quelque chose qui découle de ça, mais qui n'est pas exactement sur la question. Par exemple, nous, on a des clients qui mettent en place des règles de cooptation. Par exemple, les recruteurs qui recrutent, par exemple, des profils, je sais pas, IT, n'ont pas le droit de coopter des profils forcément IT. Ils pourront coopter des personnes du marketing, par exemple, mais ils ne pourront pas avoir de prime, en tout cas, sur les profils qu'ils recrutent. Donc ça paraît logique. Pareil pour des managers qui n'ont pas le droit de coopter, ou en tout cas pas le droit d'avoir de prime sur les postes qu'ils recrutent. Voilà, il y a peut-être aussi, bon, c'est pas exactement la question, mais ça permet aussi de voir que il y a des règles qui peuvent être créées pour effectivement éviter effectivement les injustices où on se dit c'est normal qu'il puisse coopter, c'est son travail, ou il a accès à un réseau plus que moi, etc. On avait les questions de Léonore aussi. Est-ce que la prime peut varier selon le type de contrat, CDD, CDI, ou le type de poste? Bah, évidemment, oui. D'ailleurs, nous, on préconise aussi dans certains cas. Alors évidemment, quand on est outil au niveau digital, c'est beaucoup plus simple parce qu'on attribue un niveau de prime, un niveau de rétribution, un type de rétribution à une annonce. Et puis après, c'est automatique, on va avoir le suivi et la traçabilité. Après, de manière artisanale, évidemment, c'est possible aussi de se dire, bah voilà, je vais rémunérer, et même pour un stage, par exemple, pourquoi pas rémunérer le fait de trouver un super candidat, un super stagiaire, qui derrière, lui aussi, va pouvoir coopter quelqu'un à la sortie de son stage et le rémunérer dans ce sens-là. J'avais une question d'Audrey. Même question, Hugo. Comment préserver une certaine équité dans la démarche? Alors, c'est vrai que parfois on peut confondre les types de. Enfin, souvent, nous, on recommande de mettre, par exemple, sur les postes pénuriques, une prime qui est supérieure au poste non pénurique. Donc, on peut se dire c'est peut-être pas équitable, mais après, c'est au coopteur de coopter. Le coopteur peut très bien, même s'il est sur un poste lui-même qui n'est pas, par exemple, primé, peut très bien avoir dans son réseau des personnes qui pourra coopter sur un poste pénurique. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de déséquilibre, hein, c'est simplement en fonction de son réseau. Je peux très bien, moi, par exemple, être sur un poste qui n'est pas primé, mais avoir dans mon réseau des personnes qui ont des profils atypiques, et donc, dans ce cas-là, je serai récompensée de cette façon-là. Donc, c'est aussi un message à faire passer au travers de votre programme, d'expliquer comment ça fonctionne, et que, par exemple, tout le monde peut avoir accès à la prime pour le poste pénurique et inversement. Oui. Bon, alors, a priori, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Oui. Donc, on vous remercie d'avoir suivi le webinaire. C'était top de passer ce petit moment avec vous. Et puis, évidemment, on est à votre disposition, à votre service. Si jamais, je vais remettre justement nos coordonnées, si jamais vous souhaitez nous contacter pour plus d'informations, n'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à télécharger aussi tous les contenus qui permettent aussi d'en savoir plus, d'aller peut-être plus loin dans la réflexion si jamais vous avez des doutes ou vous souhaitez creuser un peu plus le sujet. Voilà, en tout cas, merci à tous pour vos questions, et puis j'espère à très bientôt pour une suite. Voilà, et alors Hugo, en effet, je voyais dans les questions, les slides seront en effet, vous seront envoyés, je crois, de mémoire par mail. Vous aurez accès au replay. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt. À bientôt. Il y a Romain qui pose une question. Merci.